Ça va? Ben oui, ça va, c'est sûr que ça va bien. Bon. Bonjour, ici Julie Leblanc. Bienvenue à cette chronique découverte du patrimoine. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Monsieur Grégoire qui a une histoire personnelle quand même assez florissante de connaissances et de sagesse à nous partager aujourd'hui. Alors, ça me fait plaisir de m'entretenir avec Monsieur Grégoire. Comment ça va? Très bien, toi? Bien, merci. On va commencer à la base. En quelle année êtes-vous né? En 1940. Vous êtes né dans le coin De Montréal. Je suis né à Montréal. Et par la suite, mon père, à l'époque, travaillait pour la Canadian Car et a déménagé à Sorel parce que, disons, dans le temps de la guerre, il était spécialiste, lui, dans, si tu veux, des hélices d'avion. Et la marine industrie fabriquait, si tu veux, des hélices d'avion pour le gouvernement. Combien d'enfants étiez-vous dans votre famille? Ah, on était 7. 7. Vous êtes le combien? J'étais le plus vieux. Oh, le premier de 7. C'est ça, c'est ça. Et puis par la suite, disons, j'ai été à l'école à Berthierville. Par la suite de ça, j'ai été au Collège Saint-Joseph, qui avait une réputation internationale, puisque le collège était anglais et français, donc des Américains venaient au Collège de Berthier. C'était quelque chose de bien spécial quand même. Nous, les Canadiens français, il fallait se mélanger quand même dans des classes anglaises si on voulait apprendre l'anglais. Et c'est ce que j'ai fait à l'époque. Berthierville, quand même, était une ville au niveau du chemin du Rouen. Alors, Berthierville a quand même un patrimoine historique à ce niveau-là. Ah oui, pour ça, regarde, il y avait les classes aviateurs qui étaient une vieille congrégation. Il y avait le monastère, il y avait une grande hospice par les Sœurs Sainte-Anne. Il y avait la congrégation Notre-Dame. Comme vous pouvez voir, il y avait beaucoup de gens de l'extérieur qui venaient à Berthier. Berthierville, à l'époque, était même plus gros qu'aujourd'hui, au point de vue population. Ben oui, ben oui. Et si on retourne un petit peu en arrière, tout ça, disons, avec les congrégations comme Père Saint-Viateur et les autres, ça a amené énormément de familles anglaises à Berthier, dans le sens, là, quand je veux dire amener, ça veut dire que c'est des Américains qui venaient ici, et les parents venaient les fins de semaine passer voir leur fils au Collège Saint-Joseph à l'époque. Éducation religieuse? Oui, alors ben oui, à l'époque c'était ça, c'était pas d'autre chose. Tout était religieux, même à Berthier. Le Juvénat, à l'époque, était la Saint-Viateur, mais les gens qui allaient là, c'était pour devenir des frères ou des pères Saint-Viateur. C'était ça. Et pour donner un exemple, le Collège Saint-Joseph, c'était 650 étudiants. C'était au Juvénat, c'était une coupe de sang. Puis ensuite de ça, le couvent des sœurs de la congrégation, c'était 300-400. Fait que c'était toutes des choses comme ça. Mais il y avait toujours si tu veux, des gens qui demeuraient dans les institutions. Et par la suite, ces gens-là, ben, quand ils changeaient après la 12e année, ils s'en allaient chez eux ou dans d'autres domaines, ils étaient remplacés par d'autres. C'est normal, c'est la vie. Côté loisirs, quand vous étiez à l'école, ça ressemblait à quoi un peu? C'était fun. Moi, j'ai appris à jouer au hockey sur une patinoire qui était... Parce que les classes aviateurs étaient sportifs. C'était des sportifs. À l'école de Saint-François, il y avait 2 patinoires. Au Collège Saint-Joseph, il y avait 2 patinoires. Il y en avait une au Juvénat. Et il y en avait une à la ville de Berthierville. Et à la ville de Berthierville, un exemple, on savait une fois par année, on savait les joueurs du Canadien comme Maurice Richard, Doug Harvey, tous ces gars-là venaient pour une partie sportive. C'était un club de Montréal, ils venaient jouer contre Berthier. Et à ce moment-là, tu avais, par exemple, Maurice Richard qui mettait la rondelle au jeu et il faisait l'arbitre en même temps. C'était des beaux moments, ça, que je me rappelle quand j'étais jeune. Même j'ai des photos encore de ça. Oh oui,
Ah oui, je ne vais oui. pas vous faire chercher, mais j'aimerais ça voir une photo de Maurice Richard en train de faire l'arbitre. Ben là, il faisait l'arbitre. Il faisait bien ça. C'était en quelle année, ça, à peu près? Là, on se ramène dans les années 55 environ. OK. Ouais. Fait que vous l'avez déjà rencontré en personne? Ah, ben même par la suite, je l'ai rencontré avec... j'étais j'étais conseiller municipal et puis j'avais, si tu veux, la chance de côtoyer des industriels. Et Maurice Richard, un jour, est à une des compagnies. Et j'avais un rendez-vous avec le président, puis il était dans le bureau, il fumait son gros cigare, et puis avec un petit scotch. C'était le fun. Fait que ça a été une belle période de ma vie quand même, là, être étudiant, puis par la suite, disons, aller, je dirais bien ça, côtoyer ces gens-là, tu sais, comme Maurice Richard, j'ai des joueurs de baseball que j'ai connus. Ross Stubb était venu à Berthier, puis c'est moi qui l'accompagnais. J'ai accompagné Jean Béliveau, même j'ai une photo de ça. Jean Béliveau il représentait le Canadien, et à l'époque, il faisait le tour du Québec, et il était venu passer une journée avec les jeunes, et puis j'étais son acolyte. Et ça, c'était encore aussi des belles journées. J'ai des photos de ça. Toutes sortes de choses, de belles choses comme ça qui sont arrivées, disons, on va appeler ma jeunesse. Parce que je n'étais pas vieux quand j'ai été élu conseiller municipal, j'avais 30 ans. Puis à l'époque, c'était trop jeune, même qu'on disait, mais je n'avais pas de problème. J'avais été bien éduqué, si tu veux. J'étais déjà à la Richard à ce moment-là, et puis on apprenait, si tu veux, sur le tas, à bien vivre et puis à être capable de bien dialoguer avec les gens. C'est ce qui est arrivé. Bon, là, on va parler de la Richard parce que c'est quand même une des compagnies québécoises qui s'est démarquée, surtout au niveau des outils. Oui. Et puis là, vous travaillez pour ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un héritage familial là-dedans. Ah ben oui, écoute, mon père, avec ses deux frères en 1945, ont décidé d'acheter le nom Richard à Saint-Denis-sur-Richelieu. Et les frères Richard, eux, venaient de Southbridge, Mass. Et s'étaient établis au Québec. Et puis, à cette période-là, la guerre était finie. Mon père se disait, je ne peux plus travailler. Il disait, faire des contrats pour l'armée. Et là, il a décidé, avec ses frères, d'acheter le nom Richard. Pour te donner une idée, à l'époque, le nom s'était vendu 5 000 $. C'était beaucoup d'argent dans les années 45. Et mon père avait engagé les M. Richard, il les a déménagés à Berthier. Ils ont travaillé pour nous jusqu'à leur mort, là, chacun des M. Richard. Et eux ont travaillé sur la production quand même, parce que là, plus ça avançait, plus que, disons, c'est pas les ventes, mais c'est l'organisation, si tu veux, de la sélection de produits qui avançaient. Au lieu d'avoir peut-être une demi-page de catalogue, on en avait une et demie, puis là, ça a grossi comme ça avec le temps. Et aussi, il ne faut pas oublier, ça prenait beaucoup de machinerie. Et à l'époque, mon père allait aux États-Unis, puis il allait voir les compétiteurs, et il leur disait, j'avais besoin de ci, besoin de ça, puis il revenait avec des machines. Les machines n'étaient pas, à première vue, n'étaient pas, si tu veux, prêtes à la production, mais quand il arrivait à Berthier, on s'occupait de mettre la machinerie en bon ordre et la mettre en production. Et c'est comme ça que ça a commencé tranquillement. Bon, là, c'est intéressant. Les premiers outils Richard, là, OK? Qu'est-ce qu'il y avait quand vous avez commencé? Bon, à l'époque, il n'y avait pas aucun des produits pratiquement dans le catalogue actuel ou dans le premier catalogue. On faisait des produits comme, par exemple, des couteaux à caoutchouc. On faisait des produits, quand on parle de couteaux caoutchouc, il y avait 8 modèles. C'était tout fait à la main, il ne faut pas oublier ça. Ensuite, il y avait des couteaux à légumes, tous des petits produits comme ça, mais ça ne faisait pas, si tu veux, rien de ce qu'on appelle aujourd'hui le produit de peinture, parce que tout ce qui est présentement dans la ligne Richard, c'est pour la peinture.
Intéressant. Fait que là, on a passé du couteau, puis tranquillement, pas vite, on a innové. Vous, dans le fond, c'est quoi que vous faisiez? Vous travailliez pour votre père et vos oncles, mais c'était quoi votre mandat? Après être sorti, disons, de l'école ou du collège, j'avais été au Sullivan Business College, où j'ai fait, si tu veux, mon cours en comptabilité. Et par la suite, j'ai fait mon cours de CPA avec Chicago Accountant, où j'ai eu mon diplôme à l'époque. Et j'ai rentré dans le bureau avec un de mes oncles. Par la suite, j'ai été passé 6 mois dans une compagnie de comptables pour me parfaire un peu plus. Et je suis revenu, et à ce moment-là, la compagnie avait parti à une autre division, et on m'a donné la division des ventes. Je n'ai pas été longtemps en comptabilité, puis pour être honnête, jamais pas ça. Et là, j'ai remplacé M. Poirier, et tranquillement, pas vite, ben, j'ai commencé à voyager, commencé à aller voir les clients à travers le pays, et graduellement, je poussais, si tu veux, pour que la gamme puisse être plus grosse, j'étais obligé, si tu veux, de regarder ce que nos compétiteurs faisaient ou vendaient au Canada. Et tranquillement, on prenait des produits qui étaient à volume et on les produisait. Et ça, comme ça a grossi avec le temps jusqu'à mon départ. Bon, ça fait quoi de travailler avec le père, les oncles, la famille? Parce que ça, c'est pas une expérience qui est donnée à tout le monde. Bon, avec les oncles, ça a bien été, il n'y a pas eu de problème. Avec les cousins, bien là, ça a bien été une période, mais sur la fin, c'était plus difficile parce que chacun avait son opinion. Puis il y avait la troisième génération qui a commencé à rentrer dans les années 90. Et puis, quand on regarde ça avec le temps, on se dit, ben moi j'ai fait mon possible. Ça n'a pas marché pour eux autres, comme moi je continue. Fait qu'ils m'ont dit bonjour, bonsoir. Pas gêné de le dire aujourd'hui. C'est comme ça que ça s'est fait. Oui? Ouais. Wow! Ça doit changer l'ambiance d'un party de Noël, ça? Beaucoup, parce que par la suite, ben, tu te dis, mon cousin m'a dit ça, l'autre a dit ça. Tu t'en vas chez toi, puis tu te dis, ben, j'ai fait ma part. J'ai voyagé. Voyager, c'était pas facile. Là. Les premiers temps, moi, je prenais le train à Montréal, je m'en allais à Vancouver, 3 h 30. Je trouvais ça dur. C'était des longues shots. Fait que là, tranquillement, pas vite, excuse mon expression, tranquillement, pas vite, mais ça fait son temps, tu sais. C'est le fun, mais quand même, j'ai trouvé ça un peu raide la journée où je suis parti, mais par la suite, ben, je me suis fait. J'ai parti avec d'autres compagnies comme agent manufacturier. J'ai réussi là. Je me rappelle, j'avais une compagnie, entre autres, qui vendait 300 000 au Québec. Quand j'ai laissé, à peu près 4-5 ans après, on était rendu à peu près à 6 millions. Wow! Fait que... Ah ouais, non, ça... Dans la vente, il y a toujours un point. Hein? C'est quoi qu'on aime vendre? C'est quoi qu'on veut organiser comme vente? C'est quoi qu'on veut voir dans le magasin? Puis comment installer dans les magasins? Ça, c'est important. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Hein. Je le fais encore pour certains. Des fois, je vais à Québec chez un de mes amis, puis je dis, oui, mais il fallait de telle manière. Ah, j'y avais pas pensé. Mais là, il le fait maintenant. C'est le fun, c'est de l'expérience avec le temps, ça. Et par la suite, ben aussi, à l'époque, les 5 dernières années que j'ai été chez Richard, ben, mes filles, Louise et Marie, se sont joints au département des ventes. Et quand je suis parti de la compagnie, eux ont parti de leur côté. Et aujourd'hui, je suis fier d'eux autres parce que mes 2 filles, Marie et Louise, dans le domaine, si tu veux, où ils sont, ils réussissent. Et même, ils sont très appréciés des gens qui les emploient. Là, vous parlez de vos 2 filles qui sont votre très grande fierté. Est-ce qu'on peut faire le lien entre Marie Grégoire, celle qui passe à la télé au Club des Ex ou à la radio 98.5? C'est ma fille. Oh, vous êtes le papa de Marie Grégoire, Certain. qui est spécialisée d'ailleurs en politique. Oui, spécialisée en politique, ben, je les ai habitués, hein, il ne faut pas oublier ça. Mon père était un politicien bon, de certaine envergure régionale. Par la suite, ben, il m'avait inculqué ça. Même j'ai passé
une période avec M. Robert Bourassa dans la même auto, Oui. lors des référendums, d'un référendum entre autres. Et par la suite aussi, j'ai été impliqué en politique provinciale au niveau, pour le dire, au Parti libéral du Québec. Et encore aujourd'hui, ben, je suis fier de ce que j'ai fait. J'en ai fait beaucoup. Puis j'avais du plaisir à le faire parce que, disons, la politique de ce temps-là puis la politique d'aujourd'hui, c'est bien différent. OK, mais là, vous m'inspirez tellement de questions. Ouais. Robert Bourassa, intéressant, vous faisiez quoi à part d'être dans l'auto avec? Ah, mais là, c'est pas... Je vais donner un exemple. M. Bourassa, le matin, quand on part, il fallait qu'il y ait ses journaux. Il fallait qu'il y ait certaines choses comme de l'eau, puis tout ça. Il fallait être préparé. Et, mettons, dans le trajet, on disait ce que le parti voulait. On s'en allait, si tu veux, à l'endroit X. Je me rappelle un après-midi, M. Bourassa cherchait toujours une piscine parce qu'il aimait nager ses longueurs. Et à un moment donné, un après-midi, il y a un journaliste de la presse canadienne qui me demande, il voudrait une rencontre avec M. Bourassa. J'ai dit, écoute, je vais demander à M. Bourassa lorsqu'il va sortir de la piscine s'il veut. Et M. Bourassa dit oui, mais pas longtemps parce qu'il dit, tu sais, on s'en va à telle place. On s'en allait à Drummondville. Et on était à Shawinigan. Fait que je dis aux journalistes, je dis oui, à une condition, vous allez nous suivre, mais vous ne nous dépassez pas. Et quand ça va être le temps rendu au pont Trois-Rivières, eh bien, vous allez arrêter et M. Bourassa va débarquer et il rembarquera dans notre auto. Mais le monsieur n'avait pas voulu faire ça. Il a fallu le tasser, si vous voulez, sur le bord du pont, puis il a sorti du pont en place. Mais là, il a réussi à se coller sur le côté de la route, et à ce moment-là, M. Bourassa a débarqué et il est rembarqué. Bon, c'était des choses comme ça qu'on faisait. Là, je ne peux pas tout compter parce qu'il y a des affaires que je ne peux pas compter, puis je ne voudrais pas compter. Non, mais OK, qu'est-ce que ça fait, finalement, d'être accompagnateur d'un personnage qui laisse sa marque historiquement? Est-ce que quand on est dans le feu de l'action, on le sait, ça, que ça a une durée sur l'histoire du Québec? Bon, là, écoutez un peu, là. Personnellement, quand je m'occupais de quelqu'un en politique, j'allais au bout. Et la personne avec qui j'étais, j'essayais de communiquer avec ce que moi je pensais, puis ce que lui pensait, il me le donnait. Et c'est comme ça que, disons, j'ai travaillé, disons, j'avais une fierté de travailler avec ces gens-là aussi. Il faut être fier quand même de travailler avec un gars comme Robert Bourassa. Il y a des choses. Je vais donner un exemple. Le matin, quand on allait le chercher, moi j'étais au bureau ces journées-là. Bon, ben, M. Bourassa venait dans mon bureau, il s'assoyait, puis là, mon père le prenait, puis il s'en allait jaser avec lui, tant et aussi longtemps que moi, il fallait que je me prépare pour m'en aller, bien, il fallait que je fasse mon ouvrage aussi pour la compagnie. Je négligeais pas rien de mon ouvrage, mais quand on disait 9 h, c'était 9 h moins 5 qu'on partait. Il fallait être à l'heure, puis M. Bourassa était toujours à l'heure. C'était pas mal de fun. Voilà. Là, c'est parce que vous parlez du volet politique, on peut plonger davantage. Vous avez commencé comme conseiller municipal, mais ça continue après, là. En 1987, j'ai été maire jusqu'en 90, 90-91, et en 2009 jusqu'à 2013. Ah, fait qu'il y a 2 mandats au niveau de la mairie de la ville de Berthier, j'imagine? Oui, c'est ça. Et puis, je suis fier aussi de bien dire que tous ceux qui sortent à Berthier, disons, arrêtent chez McDo, arrêtent chez Saint-Hubert, arrêtent à voir de l'autre, ben, il n'y avait rien dans c'était un immense champ, cette partie-là de la ville. Il s'est investi au-delà de 50 millions à l'époque. Et en même temps, ben, on avait, à l'arrière de tous ces commerces-là, on avait un plan de résidentiel pour 125 maisons qui ont été bâties dans la même année et qui sont remplies. C'est votre premier mandat en 1987. Ouais. Fait que vous avez apporté le volet commercial des deux. De la ville et résidentiel. Oui. Ben oui, parce qu'on notait, on notait à l'époque que la population baissait. C'est sûr, les familles étaient moins grosses.
Donc, on était 5200. Mettons un exemple, on a descendu à 4500. Aujourd'hui, on est retourné au-delà des 5200, mais il fallait le faire comme il faut. Fait que c'est comme ça qu'on l'a fait. Alors, il fallait quand même regarder. C'est bien beau amener du monde travailler, mais il faut y garder chez soi. Donc, on avait organisé, disons, un immense terrain où il y avait 120 terrains qui se sont faits dans l'espace d'un an et demi. Et par la suite, ben là, il y a eu d'autres parties de la ville pour le résidentiel qui a été bâti. OK. Ça fait quoi? Bon, premièrement, de se faire élire maire. Deuxièmement, d'accomplir des grandes réalisations comme ça, parce que là, maintenant, on peut arrêter à Berthier, puis il y a des belles choses intéressantes, hein, comme le musée de Jacques Villeneuve. Ah oui, après ça, il y a la chapelle des Cuthbert. Après ça, vous avez la fameuse pépinière provinciale qui produit tous les arbustes nécessaires au Québec. C'est la plus grosse au Québec présentement. C'est très bien. Pour donner un exemple, il rentre 6200 personnes le matin à Berthierville pour travailler et la population est de 5200. Ah! On emploie beaucoup dans divers domaines, là, industriels, commerciaux. Question quiz, OK? Moi, je me rappelle que j'ai déjà arrêté au Mike's signature de Guy Lafleur. Oui. J'imagine, en tant que maire, vous l'avez déjà rencontré aussi. À plusieurs reprises, oui. Oui? Ah, oui, oui. On peut-tu en parler, du beau Guy? Bon, Guy Lafleur, c'est une personnalité sportive qui est très humain et plaisant à travailler avec. Nous, à Berthierville, moi, à l'époque, j'ai eu bien du plaisir avec Guy parce qu'on lui demandait quelque chose et puis c'était toujours oui. C'était un gars qui était combatif en plus, tu sais. Moi, j'ai bien aimé ma période, disons, avec Guy aussi. Même quelques semaines avant qu'il ferme ici à Blainville ou à Rosemère, je ne me rappelle pas, on était arrêtés, France et moi, et puis et il nous avait dit « je t'avais de fermer », puis il a fermé la semaine suivante. Fait que, Oh non, il a fermé son restaurant Rosemère aussi? oui. Mais Berthier, il continue, il a vendu un de ses amis. C'est la famille qui vient de Saint-Jérôme, mais je ne me rappelle pas du nom. Je comprends pas pourquoi que ça ne lève pas, quand même, le restaurant de Guy Lafleur, c'est du patrimoine, carrément, là. Bon, Guy Lafleur et son restaurant à Berthierville, il était toujours là, puis il donnait la main à tout le monde, il signait des autographes aux petits jeunes, et il les assoyait sur les sièges de l'ancien forum. C'était une attraction, Guy Lafleur à son restaurant. Oui, ben Tandis qu'ici, c'était différent, c'était pas le même passant qui passait devant son restaurant ici à Rosemère. À Rosemère. Tandis qu'à Berthier, c'était un autre monde. C'est le Lac-Saint-Jean, le Toronto, un bord de l'autre, il arrêtait. C'était différent. Tandis qu'ici, c'était du monde local. Pas la même chose. Bon, on a parlé de plusieurs personnalités, mais vous dites qu'il y en a eu plein. Est-ce qu'on peut avoir d'autres noms ou d'autres anecdotes par rapport à des personnes qui ont laissé leurs traces sur l'histoire du Québec? Alors, un peu, vous me prenez par... Oui, hein? J'en ai beaucoup, mais là, je ne peux pas tout les nommer parce que je un peu... Ouais, comme j'ai dit tantôt, les joueurs de baseball, des expos venaient à Berthier. Ça a été le fun aussi. Il y a eu des joueurs de hockey, ça a été plaisant. Mais comme Jacques Villeneuve, par exemple, qui a son musée à Berthierville, est-ce que vous l'avez rencontré avant qu'il décède ou avez-vous vu son fils? Écoute, à l'époque que j'étais conseiller, oui, il venait, on l'a reçu plusieurs fois à l'Hôtel de Ville pour ses prouesses. Et aussi, à l'occasion, on lui demandait de ne pas faire des traces des traces de break? Non, des traces dans le parc municipal. Avec son frère Jacques. Ça, c'est arrivé une couple de reprises. Mais on savait c'était qui, fait qu'on allait leur dire. On n'allait pas leur donner des étiquettes à l'époque. Ils commençaient déjà à avoir une certaine notoriété dans le monde de la course. Après ça, j'ai eu bien des choses. Là,
Bien, si on prend par exemple Marie, votre fille, elle a quand même fait une campagne au niveau du parti de Mario Dumont, je Oui, crois, à c'est ça, l'époque. avec l'ADQ, oui. Bon, donc elle, déjà, qui travaillait, elle a un travail en communication, en marketing, déjà, elle a sa base, plus toutes les extras qu'elle fait à l'extérieur, avec des contrats à la radio ou à la télévision, mais c'est pas son métier premier. Non, mais Marie, elle aime la télévision puis elle aime la radio. Parce que pour elle, ça fait partie de la communication, de communiquer avec le monde. OK. Fait que c'est pour ça que, disons, si on regarde ce qu'elle fait présentement dans ce monde-là, elle cherche aussi à communiquer avec le public. Donc, elle donne des conférences. Parce que maintenant, Marie, elle travaille seulement 4 jours semaine parce qu'elle commence le matin à 7 heures, elle finit à 8 heures puis 9 heures le soir. Fait qu'elle a dit, wow, ma santé en premier. Puis aujourd'hui, elle fait attention à elle un peu plus. Fait qu'elle travaille 4 jours semaine. Puis quand elle faisait campagne, justement, au niveau de la DQ, avez-vous assisté, avez-vous rencontré Mario Dumont? Ben oui, Mario Dumont venait chez nous, que si tu veux. Marie, elle demeurait à l'Assomption à l'époque, ou à Repentigny, un des deux, là, je ne peux pas certifier ça, mais Mario venait à la maison parce que la campagne électorale, la première de Marie, ça fut durant une partielle. Donc, Mario et puis toute son équipe venaient à Berthier. Intéressant. Il est comment, Mario? Il est pareil comme à télé? Oh, Mario, bon, je le rencontre à plusieurs reprises quand Marie fait des petites réceptions. Puis c'est le même gars, puis madame aussi, c'est la même dame. Oh, moi, je les aime beaucoup. C'est du bon monde. J'ai cru apercevoir à un moment donné une carte de Noël de bon vœu de Jean Charest. Ouais, à l'époque, ben oui, Jean Charest, si tu veux, quand... C'est normal, ça, madame. Monsieur Charest, il a une liste des libéraux, et puis la petite machine assigne son nom. Ça, c'est automatique, ça. Et c'est pas lui qui signe, hein. Par contre, il y a le NIS, puis là, il fait des... Ça fait plaisir. Non, bon, ça fait plaisir, oui. Ça dépend qui. J'en ai su de tout le monde, moi. Mais les avez-vous toutes rencontrés ou c'est juste la carte? Non, quand Charest, je l'ai rencontré une couple de reprises. La personne que j'ai rencontrée le plus, là, dans les politiciens, là, où j'ai eu affaire, c'est M. Bourassa. M. Ryan, moins, mais... parce que M. Ryan, c'était une autre personne différente de M. Bourassa. Bon, là, c'est parce que c'est exclusivement autour de Berthierville, fait que Maurice Duplessis, vous étiez trop jeune. Non, Maurice Duplessis, je me rappelle, il était passé à Berthier, comme Ben, le général de Gaulle. J'étais là. Vous avez rencontré le général de Gaulle? Voilà, je l'ai rencontré, je l'ai vu, j'étais à côté de lui, pas loin là, de la scène. Tout le monde se poussait, mais ça fait partie de la game, comme je dis souvent. Là. Mais c'est un autre moment, ça aussi. Puis quand il a commencé à dire Vive le Québec, mais à Berthier, il a dit Oups, il va bien dire d'autres choses à Montréal, c'est bien ce qui est arrivé. Il a dit Vive le Québec libre. Ah, ça, c'est René Lévesque? Non, c'est M. Général de Gaulle qui a dit ça. Ah, OK. Ah, OK. À l'Hôtel de Ville de Montréal. Ah. Ah oui, ça c'est l'histoire, ça c'est vrai, ça. L'avez-vous rencontré, René Lévesque? Non, je n'ai pas eu l'occasion. Est-ce que, même si on a une tendance libérale là, qui s'est tramée au cours de l'histoire, là, mais le discours là, que le Québec soit une patrie autonome, est-ce que c'est quelque chose qui vous a rejoint malgré les fibres libérales qui étaient là? Bon, là, si on regarde la politique, si on regarde le pays, le Canada, c'est sûr qu'il y a des choses qui nous appartiennent à nous autres, qu'on doit avoir. C'est à nous à négocier avec le fédéral pour avoir notre parti qu'on veut. Comme par exemple, présentement, on a des domaines où le Québec est pratiquement, je dirais, suprême là-dedans. On va prendre en partie ce qui s'appelle les gens qui arrivent au Canada. Il y en a qui vont aller en Ontario, il y en a d'autres qui vont venir au Québec. Il y en a d'autres qui vont aller dans d'autres parties du Canada. C'est sûr et certain qu'il y a des points qui sont québécois,
il y en a d'autres qui sont Canadiens, mais il faut accepter aussi qu'est-ce que la culture qu'on a, autant Canadien que Québécois. C'est là que moi, disons, je m'appuie tout le temps sur un type qui venait au collège, un Américain qui disait « I am an American ». Oui, il était un Américain, mais il ne disait pas son État. Mais aux États-Unis, ils sont comme ça. Tandis que nous, ici, ben, on dit on est un Albertain, on dit qu'on est un Québécois, un Ontarien. C'est beau. Mais t'es Canadien pareil. Fait que c'est ça. Moi, quand on parle de séparation, je ne suis pas fou de ça. Plus ça va, plus on a récolté, si tu veux, du fédéral à certaines parties. Et c'est beau. C'est le fun. Avez-vous rencontré M. Trudeau père? Oui. Puis? Oui, parce qu'il était venu à Berthier. Il est venu à plusieurs reprises à Berthier. D'abord, premièrement, quand il est venu pour les funérailles de Gilles Villeneuve. Il a atterri en arrière d'Hôtel de Ville et j'étais là. Gentil monsieur, tu sais. Mais là, il y a des personnes qui ne sont pas faciles d'approche. Hein. M. Trudeau, c'était un M. Trudeau. Et lui, quand il est débarqué de l'hélicoptère, il y avait l'armée qui était proche, et il y avait ses gardes du corps, puis là, ils l'ont poussé, puis bonjour. Après ça, il était venu au tricentenaire de Berthier. Il était venu comme président d'honneur pour un souper. Là, on avait, peut-être tout le monde avait pas mal jasé avec lui, tu sais. C'était le fun, ça aussi. Ça, c'est une autre partie, si tu veux, des rencontres que j'ai eues avec des gens, là. Ben, comparativement au père et le fils qui est présentement premier ministre de notre cher pays, c'est parce que dans l'évolution, dans votre analyse, dans votre perspective, là. C'est deux personnes différentes, là. Faut pas ça. M. Trudeau, à l'époque, le père, quand il est arrivé comme premier ministre, c'était différent de la vie d'aujourd'hui, tandis qu'aujourd'hui, Justin Trudeau est obligé de, si tu veux, de s'acclimater de ce qui se passe au Canada et à travers le monde. Et ça change beaucoup. On regarde les gens qui sont dans le besoin. Bien, aujourd'hui, Trudeau, le jeune, essaie d'aider les familles. Tandis que dans ce temps-là, c'était général. C'était tout le monde, mais pas tout le monde dans le même paquet. Puis les personnes qui avaient de l'argent, bien, étaient pas millionnaires, mais proches. Aujourd'hui, il y a beaucoup de millionnaires, mais c'est un autre monde. C'est que les gens se font plus d'argent plus vite. C'est ça la différence. Ah, intéressant. Et quelle autre différence qu'il peut y avoir, pas juste au niveau politique, là, entre dans votre temps où ce que ça roulait bien, je ne sais pas, peut-être les années 70, puis aujourd'hui, on approche presque les années 2020. Parce que il faut s'acclimater. Je ne sais pas si ma réponse est bonne. Tout à fait. Moi, personnellement, je m'acclimate assez facilement à ce qui se passe dans le monde. C'est sûr que des fois, c'est difficile de changer d'opinion, mais plus que c'est expliqué, bien plus c'est le fun. Parce que dans l'ensemble, les gens aujourd'hui ne veulent plus travailler 70 heures, ils veulent travailler 40 heures, puis même 38, puis même 35 à certains endroits. Il faut que l'argent roule pour pouvoir, si tu veux, leur donner, si tu veux, le montant qu'ils ont besoin pour vivre, pour bien vivre, et puis pour avoir de belles vacances. C'est ça qui se passe dans notre monde. Si on reprend dans le fond, parce que ce que je comprends, c'est que vous suivez l'actualité au niveau des nouvelles. Dans le fond, vous avez fait ça toute votre vie, là. Bravo, moi, j'admire ça beaucoup. Ouais, le matin, je lis ma presse. J'ai eu de la misère à un moment donné, quand j'ai eu mon iPad, de m'habituer à la presse iPad. Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus de presse papier. C'est iPad partout, quasiment. Il reste le Journal de Montréal, je pense qu'il n'y a pas iPad. Oui, il y a iPad. Mais ça fait quoi de suivre l'actualité comme ça pendant 60 ans? Ça vient ce que je viens de dire tantôt. Ça nous amène à suivre le monde et puis de se faire une idée que ça change. Si on ne lit pas, puis on n'apprend pas, ben
on va rester tel qu'on est. On n'ira pas plus loin que ça. Puis la différence entre vous, quand vous avez commencé, puis vous maintenant, à part de vous adapter pendant toute cette période-là, là, ça donnait quoi de suivre l'actualité jour à jour comme ça? Mais en tant qu'être humain, Madame Julie, je peux vous dire une chose, si on ne suit pas la tendance mondiale, ben on va rester régional. Bon, ça, c'est une question qui est très intéressante, ce que vous apportez. C'est que, oui, OK, au début, on était au niveau de la Richard, on voyageait, on allait chercher, on raffinait, on précisait, on développait. Aujourd'hui, ce que j'ai cru comprendre, c'est que là, vous ne le faites plus au niveau du Canada et du trade, etc. Mais ça se fait par Internet et c'est rendu que tout se passe presque en Chine. Oui, en Chine. Autrefois, j'ai connu le Japon, qui a été un pays où on pouvait faire produire à bon marché. Quelle année, ça? Bon, on retourne dans les années 60. Là. En 60, la Richard a donné ses contrats au Japon? Non, on ne donnait pas de contrat à l'extérieur à l'époque, on était trop heureux. OK. C'est par la suite. Et après ça, ben, c'est devenu Taïwan. Après Taïwan, c'est devenu la Chine. Et la Chine, aujourd'hui, ben, c'est un pays qui est le fun à faire avec. Moi, je fais affaire avec pour certains clients. Puis, disons, c'est une question de coût. C'est sûr, la main-d'œuvre est meilleur marché. Par contre, aussi, leur machinerie est pas mal adapte au point de vue, si tu veux, production pour en amener à un prix un peu décent. Mais je vais faire une petite anecdote. Autrefois, on avait 5 compagnies qui faisaient des pinceaux au Canada. Maintenant, il n'y en a plus un, ils font tout faire en Chine. C'est vrai? Oui, madame. Même la Richard? La Richard, ils font faire plusieurs produits en Chine aussi. Ma première ligne de truelle que j'ai mis sur le marché, moi, elle venait de la Chine. Ah oui? Oui. Déjà? Oui. Puis aujourd'hui, je suis encore ami avec le monsieur qui était venu me rencontrer pour les truelles. C'est drôle parce que c'est pas juste au niveau des pinceaux, mais au niveau des chaussures. Hein? Il n'y a plus de chaussures qui se produisent au Québec depuis 20-30 ans. En tout cas, que j'ai... Là, je ne peux pas te répondre, mais je sais que c'est proche de ce que vous dites. Je suis pas capable de... Fait qu'on n'a plus d'emploi au niveau de la fabrication de pinceaux au Québec. Et voilà, ça c'est... Au Canada. Écoutez, c'est plus grand, ça, là. Il y avait des compagnies comme Robertset, comme Sims, puis d'autres. Bon, ben, ces compagnies-là avaient des employés dans chacune de leur usine. Puis aujourd'hui, il n'y en a plus de ça. Les compagnies existent, sur nom, mais ils font fabriquer à l'extérieur. Ils n'ont plus de main-d'œuvre. Ben, ils ont peut-être un peu de main-d'œuvre quand même pour l'expédition, l'entreposage, ces choses-là. La comptabilité. Oui, c'est normal, il faut collecter C'est-tu mieux ou c'est pas mieux? Avec le retour, là? Ben, ça fait partie de la mondialisation, ça. Tu sais, là, présentement, on dit que c'est la Chine. M. Trump n'aime pas la Chine, dans le fond. Parce que là, il essaie de, si tu veux, avec des pourcentages de douane, des punir. Mais il ne punira pas, pour le moment. Par contre, tu as d'autres pays qui sont sous-développés présentement qui vont devenir des pays semblables à la Chine. Comme l'Inde? Oui, l'Inde, oui. Tu en as d'autres aussi, là, mais les noms m'échappent, là, mais en tout cas, l'Inde, c'est un pays, je ne sais pas si ça va durer longtemps comme la Chine a duré, pour pouvoir produire un prix décent. J'aimerais, parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est la politique, l'actualité, la business, c'est toujours en dents de scie, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Avec l'expérience, comment on arrive à passer ça plus stable, pour que ça soit plus harmonieux, plus équilibre, au lieu que ça monte puis ça descend, parce qu'à un moment donné, le cœur, tu as de la misère à suivre l'équilibre, là, tu sais. Ça fait quoi d'être bien haut, puis ça fait quoi d'être bien bas? Bien haut, c'est toujours plaisant, là. Disons, ça veut dire que tu as réussi. Bien bas, ça veut dire que tu as des problèmes de production ou des problèmes, si tu veux, de main-d'œuvre qui t'amènent à baisser. Ça, ce qui est important, c'est de garder sa qualité et essayer de garder un prix décent pour faire le volume sur le marché.
Ça, c'est au niveau commercial. Mais au niveau personnel, comment on s'adapte à justement tous ces hauts et ces bas-là qui viennent avec la politique et les affaires? Comment vous avez fait pour être bien dans ce qui monte et qui baisse régulièrement, là? Ben, Madame Julie, il faut travailler dans n'importe quoi. Souvent, il y a des laissés-aller dans des domaines qui t'amènent. Il y a des belles compagnies que j'ai vues et que j'ai connues, et puis aujourd'hui qui sont plus existantes parce que vous aviez des gens qui se croyaient plus fins que les autres. Donc, à ce moment-là, les prix étaient moins bons. À un moment donné, la qualité baissait. Puis là, tu leur disais, ben là, hey, ta qualité, ah non, elle est la même, mais c'est pas vrai. Donc, dans l'ensemble, il faut absolument s'assurer que la qualité et les prix sont là pour pouvoir pas baisser. Puis aussi, il faut regarder la compétition. C'est qui ton compétiteur? Si tu ne regardes pas ton compétiteur, des petites nouvelles pour vous, des fois, ça peut être difficile. Le regarder, ça ne veut pas dire non plus s'inspirer de ses forces, dans le fond? Oui, quand tu regardes ton compétiteur, tu regardes quoi? Oui, mais ça dépend des produits que vous faites dans ce bon monde. Vous avez des produits américains qui sont plus à la page. Puis là, ben, on dit, ben là, ils s'en vont en lentilles, ils s'en vont en bas. Mais tu arrives à un autre président, lui, il va leur grimper. Ça dépend. Comment vous le faites? C'est tout un ensemble, prix, qualité, personnel. C'est tout un ensemble qui t'amène avec un prix qui va toujours te garder stable sur le marché. Si on parle maintenant d'un volet culturel, parce que vous avez touché le volet politique, le volet affaires, mais culturel aussi, vous avez organisé, présidé pendant 20 ans dans la circonscription de Berthierville, le festival Tout pour la musique, qui était subventionné par l'Auto-Québec et Desjardins, je crois. Pendant 20 ans de temps, vous avez organisé une fin de semaine de musique variée. Il y avait un peu de tout, du rock, du blues, du populaire, du québécois. Ouais. Ça fait quoi d'organiser ça? Parce que ça prend toute une année finalement pour une fin de semaine. Ça prend une équipe, ça prend des commanditaires. C'est un projet. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de votre expérience? Disons, si on veut parler du festival Tout pour la musique, ça fut... quand on retourne en arrière, ça faisait 23 ans déjà, là, quand on a laissé aller. Les premières années, c'est sûr, c'était bien ordinaire. Là. Et tranquillement, ben, on s'apercevait que les gens se rentraient sur le site, ne payaient pas parce qu'il n'y avait pas de sécurité. On a changé de place, on a pris un autre site, et puis graduellement, ça a augmenté, et puis les gens ont commencé à avoir confiance en nous. On est parti de 18 000 $ de revenus de commandite, et puis en dernier, on était rendu à 150 000. Par contre, ça coûtait cher quand même, parce qu'on faisait venir des artistes de qualité qui coûtaient plus cher que... Non, mais c'est parce que là, vous les avez toutes rencontrés. Hein? Quand on est président comme ça, Michel Pagliaro, France d'amour, là, je peux en nommer pendant 20 ans de temps. Là. Oui. Dans les artistes que vous avez invités, là, qui vous a particulièrement séduit ou qui vous avez vraiment apprécié avoir à votre festival? Bon, Pag était un bon type. C'était quelqu'un... Il y a eu... C'est parce qu'en principe, c'était tout le temps des groupes. Donc, un artiste lui-même, on a eu Michel Louvain, par exemple, c'était une soirée formidable. On a fait ça en souper à l'extérieur, on a été chanceux cette journée-là. Il s'est mis à pleuvoir après le spectacle. Bien, on avait 500 soupers qu'on a donnés, puis 1000 personnes sur le site. Ça, c'était quelque chose, ça, là. Du Michel Louvain, là, je vais vous dire, c'est de la classe, c'est professionnel. Tous les artistes qu'on a eus, ça a été des belles soirées, ça a été bien apprécié des gens. Puis en plus, on chargerait 5 ou 10 piastres, dépendamment là, du soir. Mais si vous alliez voir l'artiste X, il coûtait 50 piastres à Montréal ou à Joliette. C'était la différence, si tu veux, entre notre festival et puis d'aller voir un artiste unique, disons, dans ces endroits-là.
Mais c'était varié, il y avait de tout, hein? Ouais. Les cadets qui arrivaient avec leur fanfare, Ouais. là, whoop, t'avais André Waters, puis whoop, tu sais, ça variait beaucoup. C'était intéressant aussi de... Il fallait aller aussi avec le temps, là, où il y avait des artistes qui étaient plus populaires que les autres, ou des groupes, et on essayait de les avoir à un certain prix. C'était pas toujours facile. Par contre, en moyenne, si on regarde tous les artistes qu'on a eus, on a eu toujours des bons succès. Et, bon, vous qui avez côtoyé plusieurs sphères, là, où est-ce que c'est plus agréable? En politique, en musique ou en affaires? Ben, moi, j'étais un gars d'organisation, Julie. Donc, Organiser une tournée avec des joueurs de hockey, pas de problème, c'est le fun. n'importe qui, en politique, quand je prends quelque chose, c'est parce que j'aime ça. J'ai été président du Richelieu, j'ai été président de X, puis de ci, puis de ça. Ah, dans le communautaire aussi? Oh, oui. Ben, à l'époque, dans les Club années, Optimiste. Chambre de commerce, j'étais président avec Gilles Tessier, et puis des gars comme ça. Là, on était une gang de gars à Berthier à une époque là, des années 60. C'était formidable parce que tout le monde embarquait. On faisait des affaires qui n'avaient pas de bon sens. On faisait l'affaire du travail. Là. On partait, le premier char qui partait devant l'église, puis qui faisait le grand tour de la ville, le dernier partait. Le dernier char. Fait que c'était des choses qui avaient peut-être 25-30 chars allégoriques avec 5 corps de cadets, d'autres, des gens habillés en clown ou encore des invités dans des chars, des Cadillacs, ces affaires-là. Ça faisait le tour de la ville 5 km. Fait qu'on prend, dans le fond, là, vos qualités là, de s'adapter et de se tenir informé. Là, pour une personne qui organise, qui adore diriger ou présider n'importe quoi, qu'est-ce que ça prend d'autre aussi comme qualité? D'être capable de travailler en groupe. Ah! Ça, c'est important. Si on pense, nous autres même, de tout faire, c'est pas possible. Il faut être capable de déléguer et de donner confiance au monde de faire le job, leur ouvrage. Puis quand ça ne marche pas? On passe en arrière et on le fait. Ah! Et on apprend quoi dans ces moments-là? De mieux choisir avant de commencer? Non, faut pas. On est tous des humains, hein, puis il y a des gens qui l'ont, puis il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Des fois, on pense qu'ils l'ont, puis ils ne l'ont pas. Ça, c'est pas plus grave que ça. Moi, j'ai vu des gens qui ont travaillé avec moi, c'était formidable, j'avais besoin de parler, c'était fait. Il y en a d'autres qui sont obligés de vérifier pour voir si c'était à faire. Mais ça vient à un point, il faut être confiant dans ton monde. Si on regarde le petit côté nostalgique par rapport à votre vie qui est derrière, là, à partir de maintenant, qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Dans ce que j'ai fait? Dans ce que tout. Ça peut être ce que vous avez vécu ou la société ou n'importe quoi. Si on regarde en arrière, c'est quoi vous avez le plus aimé? Ben, j'ai aimé ma vie. Ah, c'est un bon début. J'ai aimé ma vie, j'ai aimé ce que j'ai fait. C'est ça, c'est important. J'ai toujours eu du plaisir à faire mon ouvrage, que ce soit comme maire, que ce soit comme directeur des ventes, que ce soit comme être ami avec des gens. J'ai toujours aimé ça. Puis j'aime tout le monde. J'ai pas de problème. Des fois, on me dit tu devrais aimer moins, mais non, c'est pas mon principe. C'est ça. Vous avez parlé tantôt de vos grandes fiertés par rapport à votre descendance. Supposons que vous avez un moment avec eux là, intemporel. Quel message que vous laisseriez aux générations qui suivent? Oh. De travailler comme on a fait nous autres dans le temps, c'était ça. Aujourd'hui, on travaille moins fort. On travaille moins fort. Il faut être heureux dans la vie, hein? C'est important. Il faut avoir du fun. Et si on regarde les jeunes aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'être facile pour eux autres, mais il faut quand même les encourager à aller plus loin. Oui? Ben plus oui. loin à se réaliser? Hein? Plus loin à se réaliser? Aller plus loin, quoi? À s'accomplir? À s'aimer, à pouvoir travailler, à s'aimer. C'est quelque chose, s'aimer. Si un jeune n'a pas le goût de la vie,
aujourd'hui, il y en a beaucoup qui prennent la corde, hein? Excusez l'expression, mais ils vont se pendre. J'en ai connu pas mal, fait que... Ça fait partie de la game. Ouais, mais c'est pas drôle, ça. Là. Quand t'es rendu là, t'as un gros problème. Fait que ça veut dire que dans la vie, ils n'aiment pas ce qu'ils font. C'est tout. Si vous avez, en terminant, un message à livrer pour tous ceux, dans le fond, qui continuent à travailler fort, ce serait quoi? Bonne chance. Monsieur Grégoire, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous faire le tour de votre patrimoine historique. C'est super intéressant. J'avoue que je serais tombée plus en profondeur dans certaines anecdotes et aller chercher un petit peu plus d'informations croustillantes, là, parce que la quantité de personnes que vous connaissez qu'on n'a pas parlé, c'est le fun, un petit peu de pointinage comme ça, apprendre des trucs. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Ça me fait un plaisir. Puis bonne chance pour votre adaptation qui continue, dans le fond, à fleurir malgré les circonstances de la vie. Merci beaucoup. Bonjour Julie, merci. Merci d'avoir partagé la vidéo avec nous. Passez une belle journée. Namaste.